Bienvenue à tous une nouvelle fois. Je suis Valérie Ehrenschmidt, en charge des clients, enfin de la partie client chez Citeo pour le secteur des boissons, la distribution et la restauration rapide. Et je suis accompagnée de Thibaut Boucher, qui est chargé de mission sur les affaires institutionnelles Citeo. Alors, le webinaire va se passer en deux temps. Tout d'abord, Thibaut va vous exposer la loi, car maintenant nous pouvons parler d'une loi, ses ambitions, le calendrier. Nous allons avoir une première partie de questions. Donc là, dans ces cas-là, vous les poserez par chat et nous y répondrons à l'oral. Donc n'hésitez pas à les poser à tout moment, en fait, dès que vous avez une question de la part sur ce que dit Thibaut. Et une deuxième partie ensuite, et nous referons une phase de questions-réponses à la fin de la session. Donc normalement, nous partons pour 60 minutes. Il est possible que si nous avons quelques questions de plus, nous pouvons prendre 10 minutes de plus, mais pas plus. Le reste des éléments sera vu en fait dans les webinaires dits spécialisés que nous aurons en fait à partir du mois de mars, car vous le voyez, la semaine dernière et cette semaine, nous avons en fait l'introduction à ce qui n'est plus un projet de loi depuis hier, mais une loi. Et à partir du mois de mars, nous avons 4 webinaires thématiques sur la réduction à la source et interdiction des emballages le 5 mars, l'information des consommateurs et marquages environnementaux le 12, collecte, réemploi et lutte contre le gaspillage le 19, et une nouvelle obligation d'émetteurs en marché le 26. Alors juste un point, les horaires ne sont pas les bons, ils sont à 14h30. Dans la version que vous recevrez, ce point a été modifié. Donc les jeudis du mois de mars, les webinaires seront à 14h. Et les replays seront disponibles dans les 24 à 48 heures, suivant chaque module et suivant les possibilités techniques. Donc je laisse maintenant la parole à Thibaut Boucher. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis Thibaut Boucher, je suis chargé de mission Affaires publiques chez Citeo. Et nous allons tout de suite commencer la présentation de ce webinaire d'introduction au projet, à la loi maintenant relative à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage. Donc tout d'abord, on va vous présenter un petit peu les grands enjeux des différents webinaires et notamment du webinaire d'introduction du 12 février, le webinaire d'introduction. Donc, on va vous présenter un peu le calendrier pour que vous ayez bien le contexte de cette loi, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a été conçue. On va également vous présenter l'ambition du texte et on va vous présenter enfin les prochaines échéances, notamment les textes d'application et les mesures qui entrent en application dès maintenant. Alors, pour les prochains webinaires, le webinaire du 5 mars, donc vous voyez les thèmes, ce seront la réduction à la source des emballages, les ambitions en matière d'éco-conception et l'interdiction des plastiques à usage unique, qui seront évoqués dans ce webinaire du 5 mars. Le webinaire du 12 mars traitera de l'information des consommateurs, notamment du Triman et Point Vert, et enfin de l'information sur le geste de tri et le schéma harmonisé de collecte. Le webinaire du 19 mars traitera de la consigne, du hors-foyer, des obligations en matière de réemploi, de la lutte contre le gaspillage. Et enfin, le webinaire du 26 mars traitera du tri 5 flux, de la commande publique et des nouvelles filières REP. Voilà pour le programme des prochains webinaires et du webinaire dont nous allons parler aujourd'hui. Évoquons maintenant le contexte de formation de cette loi. Alors, cette loi vient tout d'abord de la feuille de route dédiée à l'économie circulaire que vous voyez tout en haut en vert bouteille, qui a été présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018. C'était une feuille de route avec de nombreuses mesures pour l'économie circulaire, mais qui supposait une base légale, c'est-à-dire qu'il fallait une loi pour certaines d'entre elles. Le gouvernement a donc présenté en Conseil des ministres le 10 juillet 2019, donc un peu plus d'un an après la présentation de la feuille de route, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres un projet de loi relatif à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage. Ce projet de loi a ensuite été examiné au Parlement, en commençant par la première chambre qui était le Sénat. Donc vous le voyez, ce sont les deux cases en bleu cyan et bleu plus bleu ciel. Donc le Sénat a examiné en septembre 2019 le texte, puis l'Assemblée nationale en rose sur les cases qui suivent
en novembre puis décembre dernier. Il y a ensuite eu un accord en commission mixte paritaire. Voilà, les cases qui viennent de s'afficher. Et donc, ce sont les cases qui sont ici, en bleu, en bleu la ligne du dessous. Donc, la commission mixte paritaire, ça veut dire que les députés et les sénateurs se sont mis d'accord sur le texte relatif à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage. C'est un accord assez improbable, puisque vous savez qu'il y avait des désaccords sur la consigne. Vous savez sans doute qu'il y avait des désaccords sur la consigne. Et finalement, il y a eu un accord en commission mixte paritaire. L'Assemblée nationale, le 21 janvier dernier, puis le Sénat, le 30 janvier dernier, ont donc voté le texte tel qu'issu de l'accord en commission mixte paritaire, en CMP. Ce sont les deux cases qui suivent, comme vous le voyez. Il y avait ensuite la possibilité pour les parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel. Les parlementaires n'ont pas fait ce choix, ils n'ont pas saisi le Conseil constitutionnel qui pouvait vérifier de la conformité de ce projet de loi, de ce texte, à la Constitution. Les parlementaires n'ont pas fait ce choix parce que ce n'est qu'une option, ce n'est qu'un droit qui leur est réservé. Et nous avons eu très récemment, et c'est là où… ah oui, donc c'est voilà, la petite borne rose qui s'est affichée tout à droite de l'écran. Nous avons eu hier la promulgation par le président de la République, c'est-à-dire la signature par Emmanuel Macron, de ce projet de loi, et puis sa publication au journal officiel qui en fait une loi. Donc c'est maintenant plus un projet de loi, c'est une loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui a été publiée hier donc, au journal officiel et qui entre en application dès aujourd'hui pour certaines des mesures, comme nous allons le voir tout de suite. Maintenant, évoquons le périmètre de cette présentation. Alors, tout d'abord, pour vous dire que la loi est définitive. Maintenant, elle ne bougera plus. Elle a été publiée au journal officiel, elle ne bougera plus. Elle a été promulguée, publiée au journal officiel. C'est donc une loi définitive maintenant. Donc, voilà. Ensuite, pour vous dire que ce webinaire est spécialisé. Ce webinaire ne traitera que des filières à responsabilité élargie du producteur, des emballages ménagers, des papiers graphiques. Nous n'allons pas évoquer tout ce qui a trait, par exemple, au BTP ou qui a trait, par exemple, aux équipements électriques et électroniques. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Nous nous concentrons, et même de cette session de plusieurs webinaires, nous nous concentrons sur les responsabilités élargies du producteur qui concernent Citeo. Enfin, pour vous dire que le projet de loi ne prévoit pas tout, ce sont aussi des textes d'application qui vont devoir prévoir les modalités de mise en œuvre de cette loi, et c'est notamment des décrets, des arrêtés, des ordonnances. Nous allons définir ces termes et voir les prochaines échéances qui vont nous attendre, puisque en droit, je le dis pour les personnes qui ne sont pas juristes ici, en droit, en fait, la loi fixe les grands principes, et donc dans notre cas, par exemple, la protection de l'environnement, c'est la loi qui fixe les grands principes, et c'est ensuite les textes d'application, les textes réglementaires qui vont fixer les détails plus techniques, les détails de mise en œuvre et des chiffres très précis, des caractéristiques de produits qui sont concernés, par exemple. Ce sont les règlements, donc les décrets, les arrêtés, qui vont devoir prévoir ces modalités d'application. Et enfin, pour les domaines dont on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas encore assez, la loi prévoit des rapports qui doivent être remis par le gouvernement sur des sujets qu'on ne maîtrise pas encore assez, et on va voir lesquels. Voilà pour le périmètre. Maintenant, évoquons l'architecture du texte. Alors, le texte est composé de plusieurs parties qui s'appellent des titres dans une loi. Donc, ce sont des 6 titres qui portent les objectifs de la loi et qui les déclinent en actions. Le premier titre concerne les objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets. Le deuxième titre concerne l'information du consommateur. Le troisième titre s'intitule « Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage ». Le quatrième titre concerne la responsabilité des producteurs. Le cinquième titre concerne la lutte contre les dépôts sauvages. Enfin, le sixième titre concerne les dispositions diverses. C'est là notamment que vous allez trouver les dispositions, donc les mesures qui concernent les ordonnances ou qui concernent le calendrier de la loi. Donc concrètement, si vous cherchez une mesure qui concerne l'information du consommateur, qui concerne par exemple Triman, ce sera dans le titre 2.
Si vous cherchez des mesures qui concernent les dépôts sauvages, ce sera en titre 5. Ou si vous cherchez des mesures qui concernent la responsabilité des producteurs et par exemple les éco-contributions, les éco-modulations, ce sera dans le titre 4. Attention, je vous précise juste pour celles et ceux qui suivaient le projet de loi jusqu'à maintenant, les titres, donc ces grandes parties, comme les articles, donc les mesures précises au sein des titres, les mesures au sein des parties, ont été renumérotées la semaine dernière. Donc attention, c'est normal si vous ne reconnaissez plus la même numérotation. C'est le Sénat qui a fait une nouvelle numérotation. Et si vous découvrez la loi maintenant, tant mieux, puisque vous avez la numérotation qui sera définitive. Évoquons maintenant l'ambition du texte. Entrons dans le vif du sujet avec les objectifs stratégiques de prévention et de réduction des déchets. Donc, pour mémoire, c'est toujours un éclairage qui concerne les emballages ménagers et les papiers. Alors, nous avons maintenant cette échéance importante concernant les plastiques. Il y a, comme vous le savez, la loi qui fixe, comme vous le savez sans doute, puisqu'il y a eu un fort débat médiatique à ce sujet, la loi fixe l'objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Ce sont les emballages, ce sont bien les emballages, non pas tous les produits, les emballages en plastique à usage unique qui sont prévus d'ici 2040. Attention, le gouvernement, cette échéance peut paraître lointaine, mais le gouvernement veut organiser la mise en marche d'ici 2040 dès maintenant. Puisque la loi est très précise à ce sujet, il y aura des objectifs intermédiaires qui seront fixés tous les 5 ans. Donc là, pour l'année 2020, l'année est déjà entamée, donc ce sera exceptionnellement pour 2021-2025. Mais il y aura ensuite pour 2025-2030, 2030-2035, 2035-2040. La loi fixe également l'obligation pour le gouvernement de prendre d'édicter une stratégie nationale de réutilisation, réemploi, recyclage du plastique. La loi a visé une échéance avant le 1er janvier 2022 et le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé lors de la conférence de presse de rentrée de janvier dernier qu'il souhaitait accélérer considérablement le calendrier et il souhaitait que cette stratégie soit édictée, si possible, dès le mois d'avril de cette année. Donc, dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, même peut-être maintenant, nous allons avoir une stratégie extrêmement importante que nous allons évoquer un petit peu plus tard également. D'autres objectifs importants, l'objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Cette fois, j'attire votre attention sur le fait que la mesure concerne à la fois les emballages, mais aussi dans le périmètre hors emballage, c'est-à-dire qu'elle concerne les produits. Attention, donc par exemple, pour les jouets, on va prendre l'exemple des jouets, c'est-à-dire que les jouets en plastique devront être en plastique recyclé, enfin devront être recyclés et leurs emballages également s'ils sont en plastique. Il y a aussi la retranscription des objectifs européens de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons. Vous voyez les échéances, 77% en 2025 et 90% en 2029. Ainsi qu'un objectif national de réduction de la mise en marché de 50% des bouteilles en plastique pour boissons d'ici 2030. Attention, je le dis pour les personnes qui sont ici de la cosmétique ou de la détergence, les objectifs de collecte comme de réduction de la mise sur le marché ne concernent que les bouteilles en plastique pour boissons. Ça ne concerne pas la détergence et la cosmétique, par exemple, ou les autres secteurs qui ne sont pas liés à la boisson. D'autres objectifs, enfin, les plastiques, l'objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant d'ici à 2030 par rapport à 2010. Et enfin, des objectifs importants en matière de réemploi, atteindre 5% d'emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et 10% en 2027. Vous allez le voir pendant la session de webinaire, le réemploi est un des maîtres de mots du texte et vous voyez, il y a des objectifs ambitieux qui ont été définis par la loi. Ce sont des objectifs qui concernent le pays tout entier, la société tout entière. Ce ne sont pas des objectifs qui concernent Citeo en particulier ou telle entreprise en particulier. Donc voilà, ce sont des objectifs. Le réemploi, nous allons devoir atteindre 5% d'emballages réemployés en France. Et comme pour les autres objectifs. Alors maintenant, que va-t-il se passer après l'adoption de la loi?
quelles sont les prochaines échéances? Donc, comme je vous le disais, il va y avoir des décrets d'application. C'est-à-dire qu'il va y avoir des textes d'application et commençons tout d'abord par des décrets. Donc, qu'est-ce qu'un décret? C'est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Donc, il y a des décrets délibérés en Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'ils sont présentés en Conseil des ministres. Il y a des décrets en Conseil d'État, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'avis du Conseil d'État. Et il y a des décrets simples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas délibérés en Conseil des ministres ou soumis à l'avis du Conseil d'État. Il y a aussi des arrêtés, donc c'est la case du milieu que vous voyez. Ce sont des actes émanant d'une autorité administrative autre que le président de la République ou le Premier ministre. Ça peut être le cas des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil départemental ou de conseil régional. Donc pour nous, ce sont bien sûr les arrêtés pris par les ministres qui vont nous intéresser particulièrement suite à cette loi. Enfin, il y a des ordonnances. Le gouvernement peut demander au Parlement de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, c'est-à-dire relevant normalement du domaine du Parlement, afin de mettre en œuvre son programme. L'ordonnance est prise en Conseil des ministres et doit être signée par le président de la République. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement, et si le Parlement ratifie l'ordonnance, celle-ci devient une loi. Si le Parlement refuse de ratifier l'ordonnance devient caduque. Donc vous voyez, pour bien distinguer les trois catégories, les décrets et les arrêtés sont dans une même catégorie, c'est-à-dire qu'ils sont rédigés par le gouvernement et par les ministères, et ils sont ensuite effectifs, ils sont ensuite applicables dès qu'ils sont publiés au journal officiel. Par contre, pour les ordonnances, même cas de figure, ils sont rédigés par le gouvernement et les ministères, mais il y a cette fois l'implication du Parlement, cette fois le vote par le Parlement de l'ordonnance qui permet son adoption et sa publication au journal officiel. Donc, vous voyez un gros changement par rapport à l'ordonnance. Comment est-ce que tout ça s'applique par rapport à notre loi? Donc, nous avons beaucoup de textes d'application qui vont fixer les grands objectifs. Il y a donc 83 décrets au moins qui seront à prévoir pour les domaines qui nous concernent. Comme je vous le disais, il y a notamment un point extrêmement important pour nous, ça va être la stratégie nationale de sortie du plastique. Ce sont les mots d'Édouard Philippe. Moi, je vous parlais des termes officiels dans la loi, qui sont, pour mémoire, stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique. Édouard Philippe l'a intitulé une stratégie nationale de sortie du plastique, ce qui laisse entendre qu'il va y avoir des mesures assez fortes, notamment de réduction des emballages en plastique à usage unique, puisqu'il y a une retranscription de la directive SUP, Single Use Plastic, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc une retranscription de ces objectifs et notamment cette volonté de réduction qui sera sans doute définie dans le décret. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais on peut l'imaginer. Et aussi peut-être des mesures d'interdiction de certains emballages en plastique à usage unique, avec, bien sûr, on peut l'imaginer, des délais d'écoulement des stocks qui seront prévus par le décret. Donc voilà pour les décrets. Il y a aussi un autre décret qui sera important, c'est la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Maintenant, passons aux arrêtés. Donc, pour les arrêtés, il y a des exemples importants d'arrêtés que nous attendons, notamment les signalétiques et marquages faisant l'objet d'une confusion qui devront être définis par arrêté du ministre chargé de l'Environnement, donc actuellement Elisabeth Borne. Ces signalétiques et marquages faisant l'objet de confusion, c'est le point vert. Ce que vous savez qui fait l'objet d'une confusion de la part du consommateur pour savoir si ça montre que l'emballage est recyclable ou ça montre qu'il cotise, qu'il participe à la prise en charge des déchets au titre d'une filière REP. Donc le point vert pourra, il n'est pas interdit, mais il pourra faire l'objet d'un malus, pourra faire l'objet d'une pénalité à l'avenir. Il y aura également la liste des médicaments qui pourront être délivrés à l'unité qui sera fixée par arrêté, c'est-à-dire que de la ministre de la Santé, c'est-à-dire que, par exemple, Agnès Buzyn pourra dire le Doliprane sera vendu désormais à l'unité, tandis que tel autre médicament devra être vendu pour des raisons de santé publique avec son emballage. Il ne pourra pas être vendu à l'unité, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis ou en Allemagne actuellement. Enfin, il y aura des ordonnances, et vous voyez qu'il y a 3 ordonnances qui sont à prévoir.
Il y a l'ordonnance de transposition de la directive SUP, nous le disions, donc en droit de l'Union européenne, dans notre droit national, il faut, pour qu'une directive entre en application dans le droit national, dans le droit français, il faut qu'elle soit transposée. Donc il faut qu'il y ait un véhicule dans notre droit national pour faire entrer la directive dans le droit français. Ce sera le cas avec cette ordonnance qui va transposer la directive SUP. Et donc tous les objectifs européens qui n'ont pas encore été transposés, il y en a qui ont été transposés, comme vous voyez avec l'objectif de collecte. Voilà, pour le reste, ce sera dans cette ordonnance. Il y a d'autres directives européennes, notamment la mise en décharge des déchets ou la réception portuaire des déchets, qui vont être transposées par la même occasion lors des ordonnances. Enfin, deux autres ordonnances qui sont beaucoup plus franco-françaises, si je puis dire, ce sera l'ordonnance de précision des modalités selon lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières REP. Et enfin, une ordonnance relative à la définition des informations mises à disposition du public par les éco-organismes. Attention, pour ces ordonnances, la loi fixe une échéance très, très rapprochée, puisque vous voyez que les ordonnances doivent être prises, doivent être adoptées dans les 6 mois après la publication de la loi. Donc, le délai commence hier, le 11 février, et donc, vous voyez, donc ce sera dans les 6 mois, les ordonnances devront être arrêtées. Nous avons ici un calendrier extrêmement resserré. Et enfin, nous allons passer au rapport avant de prendre une première salle de questions. Alors, il y a des rapports extrêmement importants, même s'ils ne sont pas à visée normative, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir appliquer de nouvelles normes à l'issue de ces rapports, mais qui vont quand même concerner vos secteurs économiques et votre activité. Il y a notamment un rapport important qui sera sur la consigne. Vous savez qu'il y a eu un grand débat sur la mise en place de la consigne. Et les collectivités, enfin un certain nombre d'acteurs, ont affirmé qu'on pourrait atteindre les objectifs de collecte pour recyclage avec la trajectoire actuelle, quand d'autres acteurs pensaient le contraire. Pour départager tout le monde, le gouvernement a choisi un compromis, le Parlement aussi a choisi ce compromis, c'est-à-dire qu'on va établir en 2023, si nous allons parvenir à l'atteinte de ces résultats avec la trajectoire qui a été lancée. Mais d'ici là, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, va présenter dans un rapport qui doit être présenté avant le 30 septembre 2020, comme vous le voyez sur la case de gauche, va présenter un rapport sur les taux de performance de collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boissons atteints en 2019, atteints donc l'année passée, pour que déjà nous ayons une évaluation fine de ces résultats. L'ADEME va également fixer la trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d'atteindre les objectifs. Donc, vous vous souvenez qu'on a un objectif de 77% en 2025. Eh bien, l'ADEME va nous dire, je sais pas, mais par exemple, chaque année, nous allons devoir augmenter de tant de pourcents pour atteindre les 77% en 2025. L'ADEME va également fixer dans ce rapport la capacité de respecter cette trajectoire avec deux grands programmes qui sont l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques, c'est-à-dire la simplification des consignes de tri. Vous pouvez mettre tous vos emballages plastiques dans le bac de tri, le bac jaune le plus souvent, et aussi les actions prévues pour le hors foyer, donc c'est-à-dire dans la rue, dans les stades, dans les gares, tout ce qui est mise en place des corbeilles de tri dans ces lieux dits hors foyer. Donc, est-ce qu'on va pouvoir réussir à atteindre ces objectifs avec ces deux grands programmes? Et enfin, l'ADEME va fixer les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d'un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage. Donc, vous voyez, c'est un rapport extrêmement important qui va déterminer un certain nombre d'enjeux et de faisabilité même de la consigne, et même est-ce que la consigne est souhaitable pour les prochaines années. Donc, c'est un rapport extrêmement important. Autre rapport important, si vous utilisez des plastiques, et notamment des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, le gouvernement doit remettre un rapport au plus tard le 1er janvier 2021 sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l'environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. Vous voyez, ces plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sont un petit peu dans le viseur du gouvernement et du Parlement pour leur impact environnemental, et notamment parce qu'ils sont source de confusion et des consommateurs abandonnent dans la nature ces plastiques,
en pensant que comme il est biodégradable ou parce qu'il est compostable, il n'y a aucun problème à l'abandonner dans la nature. Donc vous voyez, attention, déjà un point d'alerte pour vous si vous êtes utilisateur de ces plastiques. Enfin, un rapport qui vous concernera peut-être moins directement, mais pour que vous l'ayez en tête, c'est un rapport qui devrait être remis dans un délai de 6 mois sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France. Vous savez qu'il y a eu certains cas de déchets qui ont été retrouvés en Asie notamment. Donc voilà, le gouvernement a choisi de remettre un rapport pour que nous ayons davantage de documentation à ce sujet. Et peut-être qu'on va passer dès maintenant à une salve de questions. Et voilà, je te passe la parole, Valérie. Oui, tout d'abord, je vais reprendre les questions un petit peu dans l'ordre. Donc certaines vont être groupées car elles sont parfois sur la même thématique. Alors tout d'abord, il y avait une première question sur où se trouve l'adresse pour s'inscrire au prochain webinaire thématique du mois de mars. Donc en fait, normalement, tout est dans votre portail client. Donc, si vous connectez à votre espace, si vous avez perdu votre mot de passe, c'est très facile. En fait, il suffit de vous connecter avec votre mail professionnel, vous recevez, et puis vous mettez le mot de passe login oublié, et vous vous reconnectez pour avoir toutes les informations de votre compte. Donc, n'hésitez pas à aller sur le portail client. Je vous invite d'ailleurs par ailleurs à y aller régulièrement parce que vous avez toutes les documentations que nous publions à destination de nos clients en fait sur ce portail. Alors, autre question. Une question sur la signification de l'objectif de 100% d'emballage recyclé en 2025. Est-ce que cet objectif signifie que 100% des emballages recyclés devront être 100% des emballages recyclables? Et bien, la réponse est oui, parce que pour être recyclé, il faut que les emballages soient en fait recyclables. Donc, tout à fait. La loi, en fait, donne comme objectif que 100% des emballages seront recyclables en 2025. Alors, autre question qui concernait les jouets. Si on parle de jouets recyclés, quel va être le dispositif? Est-ce qu'on envisage que les jouets pourront être mis dans le bac jaune comme les emballages? En fait, actuellement, là, la loi ne définit pas. En revanche, ce qu'on va voir par la suite, c'est que la loi prévoit une création d'une filière REP. Donc, de la même façon qu'il y a cette création de filière REP sur les emballages, sur les papiers, sur les D3E, en fait, là maintenant, il va y en avoir une qui doit être montée sur les jouets. Et donc, à la création de cette filière, le dispositif mis en place sera défini. Là, on ne peut pas encore le présager ou le présumer. Ensuite, plusieurs questions qui concernaient les emballages de B2B, hein, les emballages secondaires, B2B, à usage professionnel, donc qui ne sont pas des emballages ménagers. Donc ces emballages sont ciblés en fait eux aussi avec la création d'une nouvelle REP qui est à objectif 2025 et qui concerne les REP DEIC. 2021 donc pour les déchets qui sont concernés dans les restaurants et pour les DEIC donc tous les emballages secondaires 2025. Ensuite, sur les emballages réemployés, et on avait une question aussi sur les emballages réemployés, tout sera défini par décret. Donc pour l'instant, en fait, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus que ce que Thibaut a dit, c'est-à-dire que 5% 2023, mais pour l'instant, nous ne savons pas quel secteur, quel type d'emballage, primaire, secondaire. Pour l'instant, ça, ce n'est pas encore défini. Ensuite, les emballages, va-t-il y avoir un alignement européen sur le point vert? Parce qu'en effet, il est encore obligatoire en Espagne, ainsi que dans 2 autres pays. Il est aussi obligatoire à Malte et à Chypre. Donc, non, en fait, ça va pas. Ce sont les pays qui décident. Et donc, c'est pour ça, en fait, que la France ne va pas interdire le point vert. D'ailleurs, le point vert n'est pas cité en tant que tel dans la loi, hein. Mais on présage, d'après la définition entre les lignes, on comprend qu'il s'agit du point vert. Mais ce n'est pas interdit, parce que justement, d'autres pays aussi le rendent obligatoire. Mais pour autant, il risque d'avoir un malus. Ensuite, les objectifs. Alors, les objectifs qui décrivent les bouteilles sont
tous les contenants plastiques, mais en fait, en général, non, il s'agit surtout des emballages visés par la SUP, donc des emballages à usage unique. Et si on reprend la définition, il s'agit d'un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis en marché pour accomplir pendant sa durée de vie, trajet ou rotation, et pour être rempli à nouveau ou qui n'est pas conçu, créé ou mis en marché pour être réutilisé. Donc en fait, il s'agit bien des bouteilles à usage unique telles qu'on les entend actuellement. Et il ne s'agit pas de tous les contenants. Par exemple, une gourde ou un produit voilà, ou un emballage qui va être conçu pour être réemployé dès le début n'est pas soumis à cette obligation. Bon, écoutez, je pense que pour maintenant, on a fait le tour des premières questions qui pouvaient être éclairées. Sur le chat, si vous en avez d'autres, remettez évidemment, continuez à les poser en parallèle. On essaye d'y répondre le plus vite possible. Sauf si vous en avez une tout de suite que vous voulez que quelqu'un veut poser pour que j'y réponde tout de suite. Alors, où peut-on Ah oui, quid de l'avenir du Triman? Excusez-moi, je n'avais pas vu cette question parce que c'est assez difficile de suivre et répondre aux questions en même temps. L'avenir du Triman. Donc, alors, il n'est pas cité non plus dans la loi. Mais de la même façon qu'on le lit entre les lignes pour le point vert, on lit aussi entre les lignes le Triman. Donc, il va être rendu obligatoire et il devrait être assorti en fait d'une explication de sa signification ou de la consigne de tri à donner. Donc ça, de la même façon, ça va être complété par un décret d'application. Et la loi définit-elle les types de boissons concernées et leur format 1 litre ou 50 centilitres? Et non, pour l'instant, pas du tout. Ce sont toutes les boissons. Juste ce qu'on peut dire, c'est que la directive SUP limite en fait à 3 litres. Donc la directive SUP met une limite en volume pour les bouteilles plastiques. Mais du coup, bon, ce point va être, on va vérifier ce point-là, mais normalement, non, en tout cas, ce qui est bouteille 1 litre, 0,5, etc., tout est compris hein, dans les formats. Ce sont vraiment les bouteilles mises sur le marché à usage unique. Et ce sera sûrement précisé par la suite par décret, dans tous les cas. Je vous propose de continuer la suite de la présentation. C'est Thibaut qui va reprendre la parole pour la suite. Oui, donc je reprends la parole. Je vois juste une petite question sur le point vert. Voilà, ça va bien être défini effectivement par un texte d'application et on aura une clarification sur son devenir. C'est ce que disait Valérie et ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, maintenant, évoquons ce qui entre en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi, donc dès aujourd'hui, en fait. Donc voilà, vous avez de la chance d'être vraiment le jour même enfin, vous avez le webinaire dès le jour même. Alors, et des dispositions concernant la vente en vrac. Alors, pour la vente en vrac, dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable pourra être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Le commerçant peut cependant refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. Donc voilà, vous savez que la vente en vrac, c'était un mode de consommation qui se développe fortement aujourd'hui. Le gouvernement a souhaité faire entrer une définition juridique de la vente en vrac dans notre droit et a souhaité un peu régir les choses de manière juridique sur la vente en vrac. Également en matière de réemploi, alors là une mesure quand même un peu plus impactante, les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. Donc concrètement, si je vais dans un établissement de la restauration rapide par exemple et que j'y vais avec mon petit mug et que je demande à avoir un café, je pourrais avoir une ristourne, un petit rabais parce que je viens avec mon propre mug. Voilà ce que ça veut dire. Également en matière de réemploi, les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés
s'assure que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à un usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final à titre gratuit ou onéreux dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. Donc voilà, les commerces de vente au détail mettent à disposition à un titre gratuit ou onéreux, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire payer les contenants réutilisables. Ce n'est pas une mise à disposition gratuite qui est fixée par la loi. Ils peuvent faire payer des contenants réemployables et réutilisables, mais voilà, il faut en tout cas qu'il y ait des contenants réemployables et réutilisables dans les commerces de plus de 400 mètres carrés de vente au détail. Également, trier la sortie des caisses. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Là encore, même seuil retenu, établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés. Et là, on est sur produits alimentaires et de grande consommation qui se dotent à la sortie des caisses de packs de tri sélectifs pour récupérer les déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. Autre mesure qui entre en vigueur dès aujourd'hui, alors l'interdiction de produits en plastique à usage unique. Donc vous savez, là encore, ce sont des retranscriptions d'exigences européennes. L'interdiction des gobelets et verres ainsi que des assiettes jetables de cuisine pour la table. Cela entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, gobelets, verres, assiettes jetables de cuisine pour la table. En revanche, beaucoup d'autres produits en plastique, par exemple les couverts, par exemple les pailles, ne sont interdits qu'au 1er janvier 2021. La loi reporte l'échéance. On va le voir tout à l'heure. Sacs plastiques oxodégradables, interdiction de ces sacs plastiques. C'est déjà en vigueur, mais voilà, c'est codifié maintenant dans le Code de l'environnement. Interdiction des sacs plastiques oxodégradables. On vous a mis également pour mémoire, attention, interdiction des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable en 2021, qui est fixé également par la loi. Enfin, pour la consigne, on l'a dit, il y aura une décision qui sera reportée à l'avenir, mais en tout cas, il y a d'ores et déjà la possibilité de mettre en place des dispositifs de consigne à l'échelle régionale. Des dispositifs de consigne qui vont être pour réemploi, donc qui peut concerner notamment le verre, réemploi du verre, et recyclage, qui peut concerner le plastique, recyclage du plastique, et qui peuvent être mis en place à l'échelle régionale sous condition notamment d'accord des autorités locales, des élus locaux. Cette disposition peut concerner plus spécifiquement les Outre-mer, puisque la Guadeloupe est expressément mentionnée dans cette partie du texte. Donc voilà, attention pour vous qui opérez dans les Outre-mer, il peut y avoir la mise en place de dispositifs de consigne assez prochainement, en tout cas avant l'échéance de 2023, dans les territoires ultramarins. Entrée en vigueur enfin lorsqu'il y aura la publication du décret. Donc c'est le cas de la vente en vrac, où un décret va définir les produits qui ne peuvent être vendus en vrac pour des raisons de santé publique. On peut imaginer par exemple que des produits d'hygiène ne seront pas vendus en vrac pour des raisons de santé publique. Donc voilà, c'est un décret qui va fixer ces produits qui ne peuvent être par définition vendus en vrac. Un décret aussi extrêmement important, on disait, c'est le décret relatif au réemploi, qui va fixer la proportion minimale d'emballage réemployé annuellement, afin d'atteindre les objectifs nationaux qu'on a évoqués auparavant, vous savez, le 5%. Eh bien, un décret va définir la proportion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché annuellement en France. Enfin, et là je passe beaucoup plus rapidement parce que je pense que ça concerne beaucoup moins d'entre vous, mais pour la filière papier, ça peut être important, ce sont les contributions en nature. Vous savez que la presse paye son éco-contribution de manière différente puisqu'elle met à disposition des encarts dans la presse sur le geste de tri pour informer les citoyens, les consommateurs sur le geste de tri. Tout ce régime va être bouleversé, va être modifié d'ici au 1er janvier 2023. Et au 1er janvier 2023, cette dérogation dont bénéficie la presse va devoir prendre fin et la presse va devoir payer ses éco-contributions comme les autres entreprises de manière financière. Évoquons maintenant les premières mesures. On a voulu vous mettre d'ores et déjà les mesures qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021 pour que vous puissiez vous préparer, vous les ayez bien en tête. Pour les plastiques à usage unique, donc on disait il y a certains plastiques qui sont interdits en 2020, mais il y en a d'autres qui seront interdits au 1er janvier 2021. Et là, donc, je vais vous dresser la liste. Un mot pour vous rappeler que vous disposerez de la présentation exhaustive, pas la présentation qui vous est présentée actuellement, la présentation exhaustive à l'issue de ce webinaire. On vous l'enverra, donc vous aurez tout ce que je vous dis, vous l'aurez par écrit.
Quels sont les produits en plastique à usage unique qui seront interdits à partir du 1er janvier 2021? Je vous les cite. Ce sont les pailles, à l'exception de celles qui sont destinées à des fins médicales. Ce sont les confettis en plastique, les pics à steak, les couvercles à verre jetables, les assiettes autres que celles qui sont interdites en 2020, et y compris les assiettes qui comportent un film plastique, les couverts, les bâtonnets mélangeurs pour boissons, c'est-à-dire les touillettes, les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place comme nomades. Donc attention, tous les contenants ou récipients en polystyrène expansé ainsi que les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons seront interdits à partir du 1er janvier 2021. C'est une nouveauté par rapport au décret dit Egalim, le décret du 24 décembre dernier, pour ceux qui sont vraiment très concernés par le sujet. Voilà, c'est une nouveauté qui est fixée par la loi. Également interdites les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et des mécanismes destinés aux usages et applications industrielles ou professionnelles, et non destinés à être distribués aux consommateurs. Voilà pour les produits en plastique à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2021. Attention aussi, les bouteilles en plastique à usage unique. Interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique à usage unique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Enfin, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cas d'événements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables, par exemple, est impossible. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai conscience que nos amis qui ne sont pas juristes peuvent se dire, oula, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Concrètement, si je suis, par exemple, directeur d'un salon littéraire, d'un festival du livre, d'un salon du livre, et que j'avais fait un contrat avec telle entreprise pour la fourniture de bouteilles d'eau pour les 5 prochaines années, eh bien, ce contrat sera dit non écrit, sera dit illégal à partir du 1er janvier 2021. Et je vais pouvoir, choisir, par exemple, de remplacer mes bouteilles d'eau en plastique à usage unique par des gobelets d'eau, des gobelets réutilisables. Vous voyez donc plus concrètement ce que cela veut dire. Évoquons maintenant la commande publique. Les biens acquis par les services de l'État, ainsi que par les collectivités locales et leurs groupements, sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Donc, vous voyez, la commande publique, les services, les administrations publiques, donc l'État, les collectivités locales, se mettent en dynamique, se mettent en mouvement pour aller vers davantage de réemploi, de réutilisation et de matières recyclées dans les produits qu'ils achètent. Attention, il y a des exceptions qui sont prévues pour la défense nationale ou en raison de contraintes techniques significatives. Autre disposition concernant la commande publique, les services de l'État et les collectivités territoriales doivent réduire, lorsque cela est possible, la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et doivent privilégier les biens issus du réemploi, qui intègrent les matières recyclées, en intégrant ces paramètres dans des critères des cahiers des charges. Et enfin, il y aura les performances de tri en vue de la consigne. Donc, vous vous souvenez, l'ADEME va fixer chaque année les performances de tri qui sont atteintes dans l'année N sur l'année N-1. Donc, en gros, en 2021, on va fixer les performances de tri atteintes en 2020. Donc, voilà pour le rapport de l'ADEME. On vous a juste mis pour que vous ayez en tête. Il y aura également d'autres mesures. Alors, vous vous souvenez, on l'a évoqué, ce sont les produits à base de plastique oxodégradable qui seront interdits à partir du 1er janvier 2021. Il y aura également les nouveaux critères pour les écomodulations. Vous allez recevoir tout ça, bien sûr, après le webinaire. La quantité de matière utilisée, l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit et l'absence d'écotoxicité ou la présence de substances dangereuses, surtout lorsque ces substances dangereuses peuvent limiter la recyclabilité du produit ou de l'emballage. Donc voilà, ce sont les nouveaux critères qui seront applicables pour les bonus-malus, les éco-modulations de Citeo. Voilà, pour ceux qui pourront être applicables dans le calcul des bonus-malus de l'éco-modulation de Citeo. Voilà, pour ceux qui connaissent moins cette partie, les éco-modulations. Et enfin, dernière slide, et après dernière diapositive, et après on passe aux questions-réponses. Voilà, j'ai conscience que tout ça est très dense.
Mais voilà, c'est la loi et on voulait que vous ayez déjà ces échéances en tête, même si c'est un webinaire d'introduction au projet de loi, à la loi. Alors, autres échéances importantes à partir du 1er janvier 2021, le point vert, le fameux point vert dont on parlait, qui n'est pas mentionné expressément dans la loi, donc, le point vert, il est mentionné comme les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit, sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. C'est-à-dire que le point vert n'est pas interdit. Il ne sera pas interdit en France. Attention, le point vert n'est pas interdit. En revanche, le point vert pourra faire l'objet d'un malus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écomodulation de Citeo. Ben, la loi pourra nous imposer de faire un malus pour les produits qui ont un point vert. En dépit du fait que, comme le disait Valérie, certains pays européens, comme l'Espagne, rendent obligatoire le point vert. C'est un point que nous avons soulevé. Il y a véritablement une contradiction à ce sujet, notamment pour vous qui êtes concernés par l'export vers l'Espagne. Donc voilà, il y a ce sujet, effectivement. Donc c'est à partir du 1er janvier 2021 que ce sera en application. Et d'ici là, donc un décret va préciser les choses. Pour les imprimés publicitaires, pour la filière du papier, ça vous concerne, le dépôt d'imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit. Donc, c'est bien à visée commerciale. Si vous êtes, je sais pas, Emmaüs et que vous organisez un événement samedi prochain, vous pourrez déposer des imprimés publicitaires sur les véhicules. En revanche, si vous êtes tel magasin et que vous déposez, ce sera interdit. Création, c'est ce que disait Valérie, d'une nouvelle filière REP, d'une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur, dédiée aux cafés, hôtels, restaurants, comme on dit CHR, donc pour tous les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration. Donc si vous êtes, je sais pas, un fabricant de sodas et que vous vendez à la fois pour le ménage mais aussi pour les cafés, hôtels, restaurants, voilà, il y aura une nouvelle filière REP. Et cette filière REP, la loi est très claire là-dessus, doit être distincte de celle dédiée aux emballages ménagers, donc distincte par exemple de Citeo à l'heure actuelle, qui va avoir une double déclaration. C'est un point sur lequel également nous avons dit qu'il y avait des contraintes pour les entreprises, mais voilà, le législateur a fait un choix inverse. Et également une création d'une filière REP dédiée aux produits du tabac. Vous avez la définition juridique qui est extrêmement complexe. En fait, ces produits du tabac, ce sont concrètement les mégots de cigarettes. Voilà, ils vont être ils vont devoir contribuer à une filière REP, puisque vous savez que les mégots de cigarettes peuvent faire l'objet d'un recyclage, notamment en matériel urbain. Pour les freeriders, pour toutes les personnes qui sont soumises au principe de la REP, mais toutes ces personnes devront s'inscrire sur un registre de suivi tenu par l'ADEME. Et si elles ne le font pas, si elles ne s'acquittent pas de leurs obligations, si elles ne versent pas leur éco-contribution, possibilité d'amende administrative allant jusqu'à 30 000 euros pour ces entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs obligations au titre de la responsabilité élargie des producteurs. Et enfin, dernière mesure qui concerne les outre-mer, il y aura une majoration du barème, majoration de la couverture des coûts que nous on applique chez Citeo, qui va faire en sorte qu'on couvre 100% des coûts du service public de gestion des déchets dans les outre-mer. Donc voilà, ça vous concerne moins directement, puisque ça concerne plus Citeo, mais voilà, ça fait quand même une augmentation des coûts aussi supportés par Citeo. Voilà donc pour l'essentiel de ce webinaire d'introduction. Et maintenant, juste un rappel des, des points à retenir, voilà, des points essentiels à retenir pour ce webinaire. La loi ne prévoit pas tout, donc des textes réglementaires, des décrets, des arrêtés, des ordonnances sont à prévoir et qui vont préciser les choses. On avait la question sur le point vert, voilà, ça va être précisé par un texte d'application. Parmi les décrets très importants, la stratégie nationale de sortie du plastique, qui va être cruciale, qui a été annoncée pour Édouard Philippe, pour mémoire, pour avril 2020. Parmi les ordonnances, c'est l'ordonnance de transposition de la directive SUP, Single Use Plastic, qui sera extrêmement importante et qui devrait être prise pour mémoire dans les 6 mois suivant la publication de la loi. Enfin, d'autres mesures qui entrent en vigueur dès aujourd'hui, dès le lendemain de la publication de la loi, c'est la vente en vrac,
le réemploi, le tri et la sortie des caisses, l'interdiction de certains plastiques à usage unique. Je dis bien certains. Vous avez la liste en tête. Il y a plein de produits qui ne sont pas interdits à partir du 1er janvier 2020, mais bien à partir du 1er janvier 2021. Et encore une fois, vous aurez la liste dans la présentation par écrit qui vous sera envoyée. Interdiction des sacs en plastique oxodégradables. Et enfin, un dispositif supplémentaire de consignes à l'échelle régionale qui peuvent être mis en place. Voilà, je passe la parole à Valérie pour la session de questions-réponses. Et merci à tous. Oui, merci Thibaut. Alors, encore une fois, beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de les regrouper par thématique. Alors, il y en a plusieurs encore sur le point vert. On sait que c'est des grosses interrogations pour vous avec beaucoup de contraintes sur les PAC. Donc, encore une fois, tout n'est pas défini. Ça va être défini par décret. En revanche, je vois déjà la liste. Est-ce que on peut avoir la liste des pays? Oui, en fait, on l'a dit tout à l'heure, il n'y en a que 3 en fait en Europe qui imposent, qui rendent obligatoire le point vert. C'est l'Espagne, Chypre et Malte. Voilà. En dehors de ces 3 pays, il n'y a Chypre, Grèce et Espagne. Pardon, je pensais qu'il y avait Malte. Malte a dû enlever l'obligation. Donc, du coup, on est sur. Bon, on vous enverra ça de toute façon en vous envoyant les éléments. En fait, on vous précisera ce point-là. Mais après, en fait, c'est pas une histoire d'obligation. C'est pour ça que ou d'interdiction. C'est qu'en France, dans tous les cas, il y aura un malus, mais pas une interdiction. Ensuite, autre question, plusieurs questions sur la définition, parce que c'est vrai que c'est pas évident à appréhender comme notion, la définition d'emballage plastique à usage unique. Donc, c'est la définition qu'on donnait tout à l'heure, qui vient de la directive SUP. Donc, est-ce que l'emballage, en tout cas, c'est la seule à laquelle nous pouvons actuellement nous raccrocher. Donc, c'est un emballage qui a été conçu, défini pour être utilisé en plusieurs rotations ou être rempli à nouveau. Donc, les exemples que là, on a eu dans les questions, donc un emballage de saucisses sous vide, par exemple, là, clairement, c'est un emballage à usage unique. Un autre exemple de boîte pâtissière, s'il n'y a pas un dispositif pour récupérer cette boîte, la re-remplir à nouveau, c'est également un emballage à usage unique. Voilà, mais ça, c'est également des choses qui devront être précisées par décret d'application. Encore une fois, la loi est promulguée aujourd'hui, mais comme le disait Thibaut, ça donne vraiment les grandes lignes et on sait qu'il y a encore beaucoup de questions parce que ça va là venir en fait dans les décrets d'application. Alors oui, il y a le petit point tout de suite que je vois d'Yves Massard sur Emmaüs qui pose question. Enfin, le point c'était vraiment les tracts plastiques ne seront pas les tracts papier en fait ne seront pas interdits si on est bien sur par exemple une collecte de fonds ou une brocante ou une activité associative en fait pour annoncer voilà, un tournoi sportif, c'est ce genre de choses. Là, c'est vraiment à visée publicitaire, la visée publicitaire et commerciale qui est interdite. Donc, des exemples d'emballage réemployé. Pour continuer en fait sur la question qui est le pendant du plastique à usage unique, on va être là, il y en a peu encore actuellement, faut être très clair, mais ce sont par exemple les bouteilles pour les brasseries locales qui vont être récupérées et réemployées. Donc on revient en fait avec sa bière et la brasserie récupère la bouteille, la lave et la re-remplit. Là, on est vraiment dans le cadre du réemploi. Ou si on prend un exemple d'emballages commerciaux, les fûts de bière des cafés, là, sont aussi considérés comme des emballages réemployés parce qu'ils sont vidés, retournés, re-remplis et redistribués. Là, ce sont vraiment des cas d'emballage réemployé. Les secteurs, en fait, ne sont pas du tout ciblés. A priori, tout est concerné sur le secteur du réemploi. On n'a pas encore les objets. A priori, en fait, le décret devrait fixer les secteurs pour atteindre ce 5%, mais en fait, on ne sait pas du tout. En effet, la quincaillerie,
pourraient faire l'objet d'une obligation de réemploi, ainsi que les produits frais ou alors la détergence ou la boisson. En fait, la boisson vient très rapidement en tête parce que c'est le seul cas actuellement d'emballage réemployé, les bières comme je vous le disais ou pour les cafés, hôtels, restaurants. Mais on peut envisager, et ça ce sera défini encore une fois par décret. Le calendrier de l'écomodulation, en fait, Citeo tente de vous donner le plus de visibilité possible sur l'écomodulation. Donc en fait, on a communiqué fin d'année dernière sur un calendrier sur 3 ans. Donc maintenant, on va vraiment essayer de le faire à chaque fois. Là, ce qui est dans la loi, en fait, on a bien indiqué en vert, pourrait faire l'objet en fait de l'écomodulation. On ne peut pas vous donner tout de suite les détails de notre prochaine écomodulation. Mais on tente en fait de plus en plus de donner de la visibilité aux entreprises pour que vous n'ayez pas un malus d'un seul coup, sans qu'on ait eu le temps de l'annoncer et que vous l'anticipiez. Ah oui, plusieurs questions également sur les oxodégradables. Donc, l'oxodégradabilité, c'est une caractéristique qui provient en fait de l'ajout d'un additif dans la matière plastique. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut, définir un plastique oxodégradable? C'est vraiment par sa composition. Donc, il va avoir des comportements vraiment délétères pour l'environnement. Ça va se fragmenter, ça va partir on va créer des microplastiques, pollution des sols, des sources du cycle de l'eau parfois. Donc, ces plastiques, en effet, sont interdits. Ils l'étaient déjà, mais là, c'est réaffirmé. Donc, si on regarde l'obligation, voilà, la SUP, excusez-moi, les single-use plastique précise que en plastique oxodégradable, la définition officielle, c'est des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en microfragments ou à une décomposition chimique. Plusieurs autres questions sur les interdictions de gobelets, verres et assiettes en carton avec un film plastique bioplastique comme le PLA. Donc là, ils font l'objet, ces types d'emballages font l'objet d'une obligation de réduction par la SUP. Donc pas d'interdiction dans la loi aujourd'hui, mais il va y avoir une transposition. Et la stratégie plastique européenne, en sachant que le compostable et le biosourcé ne sont pas des exceptions possibles selon la réglementation européenne, en fait, ne laisse pas présager qu'il va y avoir une exemption pour ce type d'emballage. Alors, la date d'interdiction pour les pailles pour boissons dans les petites briques. En fait, vous avez peut-être eu l'information après, parce que Thibault l'a dit juste après votre question, c'est le 1er janvier 2021. Donc, les petites briques collées sur les briquettes seront interdites comme toutes les pailles en plastique à partir du 1er janvier 2021 en France. Oui, parce qu'on a aussi cette question-là. On est dans une situation un petit peu particulière où, en effet, le 24 décembre 2019, donc le 24 décembre dernier, nous avons eu le décret d'application d'EGalim qui précisait certaines interdictions. Or, avec la hiérarchie des lois, la hiérarchie des normes, la loi étant plus importante qu'un décret, en fait, d'office, le décret s'annule et la loi rentre en application. Comme la loi rentre en application aujourd'hui, le décret est de fait plus applicable et c'est la loi qui rentre en application. Donc, les pailles sont désormais interdites, en fait, à partir du 1er janvier 2021. Le terme biodégradable est donc interdit pour les emballages. Et sera-t-il aussi interdit pour les formules du type gel douche, lessive, tous les produits? En fait, là, pour le coup, nous, on ne le sait pas. Enfin, on n'a pas étudié ce point-là parce que c'est pas dans notre scope. Et a priori, c'est pas vraiment non plus le scope de la loi. Voilà, c'est pas le. Après, il nous semble que ça cible vraiment l'emballage et pas les formules. Alors, quels seront les impacts pour les ventes de produits en outre-mer? Là, pour le coup, on n'a pas de détails particuliers sur les ventes en outre-mer. La loi s'applique de la même façon pour les. Il y aura peut-être. Voilà. Alors,
un point particulier en fait en Outre-mer. Thibaut parlait tout à l'heure de la mise en place de la consigne et d'une expérimentation de la consigne. La Guadeloupe s'est portée candidate et a montré un intérêt à mettre en place au niveau territorial une consigne. Donc là, on va peut-être avoir une évolution et une exception en fait pour les ventes au Guadeloupe. Il faudra, si une consigne est mise en place, il faudra envisager un marquage spécifique, enfin un dispositif totalement différent. Donc là, c'est l'élément qu'on a actuellement, mais pour les ventes, sinon, pour les autres ventes, en fait, la loi s'applique exactement de la même façon à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà, dans les Outre-mer. Ensuite, le reste de la question, c'était pouvons-nous avoir plus de détails sur les évolutions de CDT, c'était centre de tri. Là, je ne comprends pas bien cette question. Si vous pouvez la reformuler, en fait, ce sera plus simple parce que du coup, c'est un peu hors scope du webinaire. Alors, comment juger l'écotoxicité? C'est vrai que vous avez plusieurs questions à ce sujet-là. Cette liste fait un petit peu peur quand on n'est pas sur le sujet. Je l'ai remise à l'écran là. En effet, ce sera peut-être en fait sur Reach. Pour l'instant, nous n'avons aucun élément et on n'a vraiment eu aucun élément sur ce sujet-là. Alors, voilà, après c'était encore, excusez-moi, c'était encore des questions sur les packs franco-espagnols et avec le point vert. Donc, voilà. Il faut bien garder en tête que le texte français n'entraîne pas une interdiction du point vert, mais un malus. Donc ceux qui sont contraints d'utiliser, parce que le pack est le même en France et en Espagne, on comprend bien. Et là, il faudra si vous avez le même pack, vous pourrez toujours avoir le même, mais il faudra en revanche payer un malus. Je prends juste le relais pour quelques questions, notamment les interdictions de plasticosodérable n'étaient-elles déjà pas en vigueur? Oui, vous avez tout à fait raison. C'était déjà en vigueur pour les sacs plastiques oxodégradables. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Simplement, en fait, on fait entrer dans le code de l'environnement. Voilà, c'est un petit changement juridique, mais il n'y a rien de nouveau. Vous êtes déjà concerné par l'interdiction des sacs en plastique oxodégradables. Par contre, voilà, comme on l'a mentionné, 1er janvier 2021, attention, parce qu'il y a aussi l'interdiction des produits à base de plastique oxodégradable. Quelle est la définition du mot boisson? Alors, le mot boisson n'a pas été défini dans la loi, mais boisson, ça s'entend par tout ce qui est toutes les boissons consommées enfin, propres à la consommation humaine en fait. Donc voilà, tout ce qui est eau, tout ce qui est soda, tout ce qui est vin spiritueux. En revanche, je ne sais pas si donc vous posez peut-être cette question. Voilà, cette question n'est pas très claire, mais si vous posez cette question, par exemple pour le vinaigre et l'huile d'olive, ça n'est pas dans le périmètre de la boisson. Voilà, on parle vraiment de boissons, tout ce que vous trouverez dans les jus, les sodas, les eaux gazeuses, tout ça, c'est dans le périmètre de la boisson. Les bières, tout ça, c'est dans le périmètre de la boisson. En revanche, l'huile d'olive, soda, voilà. Pardon, huile d'olive, vinaigre, voilà, tout ça, ça n'est pas dans le périmètre des boissons. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Je prends la question sur sommes-nous en mesure ce jour de lister tous les emballages ou matériaux plastiques recyclables? Oui. Oui, ça tout à fait. Je vous invite à regarder les différents supports que nous avons déjà publiés sur le sujet. Oui, nous pouvons dire ce qui est à ce jour recyclable. D'ailleurs, si Théo travaille à la définition et avec toutes les parties prenantes en fait d'une méthodologie pour vous permettre de calculer rapidement et facilement en fait si votre emballage est recyclable ou pas, en s'appuyant déjà sur les travaux de la Fondation Ellen MacArthur. Donc oui, nous pouvons. Ensuite, il reste des grosses interrogations et des gros challenges techniques et industriels en fait sur certains emballages. En particulier, c'était aussi une des questions sur les films PP, où là, non, à ce jour, nous n'avons pas de solution. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous investissons dans la R&D pour avoir une solution.
Et donc, l'horizon de 2025 nous laisse 5 ans en fait pour trouver une solution. Donc, voilà, un des gros challenges est en effet de trouver une solution pour les souples PP, pour les emballages complexes également. Donc là, nous regardons d'autres technologies que le recyclage mécanique actuel. Donc, je ne peux que vous dire que oui, une partie des emballages plastiques est déjà recyclable. Une autre va nécessiter une part d'éco-conception pour rendre l'emballage recyclable, et pour ceux qui sont faits avec une matière qui à ce jour n'a pas de filière de recyclage, eh bien, nous travaillons sur la R&D avec certains industriels d'ailleurs. Alors concernant oui, je revois la définition de boisson. Donc a priori les compotes, non, les compotes n'étaient pas comprises comme une boisson. Et la soupe non plus. La soupe, non mais c'est vrai que c'est liquide, donc on peut se poser la question, mais la soupe n'était pas considérée, en tout cas dans la soupe. Tous les échanges qu'on a pu avoir, les soupes ne sont pas des boissons, les compotes non plus. Alors les yaourts type Yop, je ne crois pas non plus. En fait, la question se pose essentiellement aussi sur le lait. Est-ce que le lait était une boisson ou un aliment? Et cette question n'est pas tranchée, et ça va être, de toute façon, ça va être tranché par décret. Mais on peut déjà vous dire que soupe, non, n'est pas une boisson, et les compotes ne sont pas des boissons. Je prends le relais pour une question sur les imprimés publicitaires. Savez-vous si et quels textes d'application sont prévus sur les imprimés publicitaires? Alors, la loi ne fixe pas de texte d'application pour cette interdiction de dépôt d'imprimés publicitaires sur les véhicules. En revanche, il y a d'autres mesures qui vont entrer en vigueur. On vous en parlera lors des prochains webinaires, et notamment l'interdiction d'huile minérale sur les imprimés publicitaires. Là, ça va être l'objet de décrets, de textes d'application. Et donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de votre fédération, puisqu'il y a déjà des discussions, une task force qui a été montée par Citeo sur les imprimés publicitaires. Non, alors c'est pas encore le cas, mais voilà. Donc, en tout cas, les textes d'application sera sur l'interdiction des huiles minérales, et pas sur le dépôt, sur l'interdiction. Et par contre, il y a des travaux sur les huiles minérales en cours, voilà, pour envisager, pour prévoir cette interdiction qui arrive. Ordre d'idée du malus pour le point vert. Alors, la loi ne mentionne pas le point vert explicitement, mais il est probable que ce malus soit égal à 100%, soit égal à la totalité de la contribution. Mais voilà, encore une fois, c'est un texte d'application qui va devoir prévoir ça explicitement. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire que le point vert est soumis à malus de 100%. Oui, je reprends la parole pour compléter sur les emballages recyclables. Donc, à ce jour, sur votre portail client, vous avez accès à une application qui s'appelle TREE, T-R-E-E, test de recyclabilité des emballages, et qui en fait vous permet, sous quelques questions, en fait de vous rendre compte de la recyclabilité ou non effective de votre emballage. Donc, ça va vous donner une première lecture en fait de la recyclabilité de vos emballages. Alors ensuite, il y avait aussi une question. Il y avait aussi une question sur la recyclabilité des sur le tri en sortie de caisse. Donc ça, c'est un sujet en fait qu'on va remonter avec les FED, la FCD et Périfem. Pour l'instant, on peut rien vous dire encore, mais ce sujet-là, on va le travailler avec vous FED. Donc je vous invite voilà, on va réaborder ce point là. À ce jour, j'ai pas de réponse à vous donner.
Alors ensuite, REP, la définition de la REP CHR, donc déclaration des emballages des produits vendus dans les métros et promo cash par exemple. Alors la réponse est oui. En revanche, les modalités, nous ne les avons pas du tout. Parce qu'en fait, le cahier des charges de la filière n'est pas rédigé, donc Citeo et d'autres potentiellement n'ont pas répondu à cette demande d'agrément. Nous n'avons pas l'agrément pour ça, nous ne savons pas comment ça va se faire. Mais oui, ça signifiera que tous les emballages des produits que vous vendez, quels que soient les circuits, si c'est de l'alimentaire et qui finissent en fait soit chez un ménage, soit dans un restaurant ou un café hôtel restaurant, devront en fait contribuer à une REP. Donc ça signifie que le pot de 5 kg de compote, par exemple, devra contribuer à une nouvelle REP. En revanche, le périmètre n'est pas totalement clair parce que restaurant, est-ce qu'il s'agit de la restauration collective également ou uniquement commerciale, ou est-ce que, voyez, enfin, on n'a pas encore tous les éléments. Là, on arrive à la fin de notre temps de réponse. Alors, l'échéance de sortie des décrets plastiques, précisant les règles pour chacun des domaines d'activité alimentaire, par exemple, ou cosmétique, parce qu'il y avait aussi une question sur quel est l'impact pour les emballages cosmétiques. À ce jour, on ne peut pas vous donner une liste exhaustive en fait des impacts secteur par secteur tant que nous n'avons pas les décrets. Vous voyez bien, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Et si par exemple il y a un objectif de réemploi sur la cosmétique en fait énorme, là par exemple on n'a aucune visibilité. Ça dépend des ministères. Voilà. Là, vraiment, nous devons cesser notre session. J'espère que nous avons répondu à la majorité de vos interrogations. Je vous le redis, les webinars sont, les dates, les prochaines sessions sont disponibles sur votre portail client. Donc, et vous allez avoir le replay en fait. Le replay sur YouTube, en fait, il sera après disponible sur YouTube, mais vous allez le recevoir par mail. Écoutez, je vous souhaite à tous, ainsi que Thibaut, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.